Bonjour tout le monde et bienvenue à Association Libre, un podcast étudiant qui vous propose des discussions en lien avec la santé mentale parce qu'il faut en parler, c'est fondamental. Je m'appelle William McGuire et je suis externe en médecine à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, pour commencer, je propose de vous lire quelques lignes. Ma mère se suicidait souvent. Elle a commencé toute jeune, en amatrice. Très vite, maman a su obtenir la reconnaissance des psychiatres et les égards réservés aux grands malades. Électrochocs, doses massives d'antidépresseurs, antipsychotiques, anxiolytiques et autres stabilisateurs de l'humeur ont rythmé les saisons qu'elle traversait avec peine. Pendant que je collectionnais des cartes de hockey, elle accumulait les diagnostics. Ma mère a contribué à l'avancement de la science psychiatrique tant elle s'est investie dans ces crises. Si ce n'était du souci de confidentialité, je crois que certains centres universitaires porteraient son nom. Je viens de vous lire les premières lignes du roman La bête à sa mère, le premier de la populaire trilogie La bête de l'auteur maintenant bien connu David Goudreau, chez qui les thèmes en lien avec la santé mentale sont omniprésents. Romancier acclamé, les romans La bête et Ta mort à moi sont les deux dans le top 20 des livres les plus vendus au Québec en 2020. David Goudreau est aussi le premier Québécois à avoir gagné la Coupe du monde de poésie en 2011. On peut lire ses chroniques dans la presse, il est slammer, il participe à des projets musicaux, notamment avec Louis-Jean Cormier, avec Florence K. On peut le voir un peu partout à la télé, l'entendre un peu partout à la radio. Et enfin, David Goudreau est le porte-parole du mouvement Santé mentale Québec. Je vous invite à écouter mon entrevue avec lui où on discute de littérature, de culture et de santé mentale. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier Dr. Annabelle Lausière, qui est une résidente finissante en psychiatrie à l'Université de Montréal. Elle m'a aidé beaucoup à préparer les questions, à préparer l'entrevue avec David Goudreau. Donc, merci Annabelle. Et puisque David Goudreau est le porte-parole de cet organisme, on vous invite à faire un don au Mouvement Santé mentale Québec en vous rendant au mouvement smq.ca. Partagez le podcast, parlez-en si vous l'appréciez et faites-nous part de vos commentaires par courriel au associationlibrepodcast@gmail.com. Je vous souhaite un excellent épisode tout le monde. Bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Association Libre. Aujourd'hui, donc, on a un épisode pour vous qui est sous le thème de la littérature, la culture et la santé mentale. Puis pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi un invité bien spécial, quelqu'un qui est très en vue ces temps-ci, et j'ai nommé David Goudreau. Donc, David, bonjour. Bonjour, William. Ça va bien? Ça va très bien, très, très bien. J'ai toutes sortes d'entrevues ces temps-ci, mais j'avais particulièrement hâte à celle-ci. Pour le côté, justement, psychiatrie, santé mentale, comment on va faire les liens avec la littérature, la culture. Puis, vu que moi, je me suis fait un devoir de le faire à travers les livres, mais je suis curieux de deviner ou d'entendre ton appréciation, ton interprétation. Oh my God, mais il y en a beaucoup à faire des interprétations, effectivement. Puis, je suis flatté que tu dises que tu avais hâte à cette entrevue-là parce qu'en fait, moi, j'étais super content quand tu m'as dit que tu acceptais de donner une entrevue. Je pense que c'est un sujet qui est super cool à traiter. Puis, je sais à quel point tu es occupé. Ça peut être tough pour toi de trouver le temps dans une soirée comme ça de faire une entrevue pour un podcast. Fait que vraiment, c'est très, très apprécié. Merci beaucoup. Plaisir, vive la relève. Exact. Fait que, donc, je t'ai présenté plus largement en introduction, mais grosso modo, David, t'es romancier, poète, t'es slammer, t'es travailleur social, t'es chansonnier, parfois parolier, t'es chroniqueur dans la presse, t'es aussi accessoirement porte-parole du mouvement Santé mentale Québec. Donc, à première vue, toutes ces activités-là, pour moi, n'apparaissent pas compatibles avec les 24 heures qui composent une journée. Fait que la première question que j'avais pour toi, c'était est-ce que ça t'arrive de dormir? Absolument. Je dors mal, par contre, puisque tu me poses la
question en toute honnêteté, je suis insomniaque depuis fort longtemps. Et c'est un bon indice d'ailleurs de mon état de santé mentale, la qualité de mon sommeil. Donc, Mhm. quand j'ai des périodes d'insomnie soutenues, Mhm. il faut que je prenne soin de moi. Et tu nommais, je suis très occupé, mais en même temps, je suis très animé parce que je fais dans le sens premier d'animer, donc qui donne la vie, qui donne de l'élan. Donc, j'ai la chance de vivre de ma plume. Puis, même si, bon, le lien n'est pas évident dans toutes les choses que tu as nommées, il y en a quand même un, c'est vraiment l'amour des mots. Tu sais, moi, je me considère comme écrivain. À la limite, si j'ai à donner un titre large, c'est écrivain et travailleur social. Mhm. Ce n'est pas du tout incompatible selon moi, mais quand j'écris pour d'autres ou que j'écris pour publier ou pour dire sur scène sur des albums, c'est toujours le même geste premier qu'est l'écriture. Puis après, il y a plein de façons de le faire vivre, cet écrit-là. Donc, pour moi, je ne suis pas si dispersé que ça, dans le sens où c'est vraiment Il y a quelque chose le mot. d'uniciste derrière tous ces travaux, tous ces jobs-là, tous ces chapeaux-là. Mais le premier de ces chapeaux-là aurait été, puis tu me corrigeras si ce n'est pas le cas, mais c'est celui de travailleur social, n'est-ce pas? Ben, étonnamment, non. En fait, mon parcours donne cette impression-là parce que, dans le fond, si on suit la ligne chronologique, je suis un travailleur social qui s'est mis à publier. Mais dans les faits, je voulais être écrivain et j'étais écrivain avant d'aller étudier en travail social. OK. Donc, pour moi, dès l'adolescence, c'était clair que ça allait être l'écrit qui allait être au cœur de ma vie. Je ne savais pas encore quelle forme ça allait prendre. J'ai fait du rap pendant un bout, j'ai écrit des poèmes, je fais des nouvelles littéraires, tout ça. J'ai voulu étudier un moment donné en littérature. Finalement, je me dis non, je ne veux pas qu'on m'apprenne comment faire. Je vais aller en anthropologie pour apprendre sur l'humain, ça va m'inspirer. Puis là, on m'a dit anthropologie, t'es-tu fou, tu ne travailleras jamais, laisse faire ça. On salue Serge Bouchard et les anthropologues. Et là, je me suis dit, bon, ben, travail social, c'est un bon entre-deux, ça me donnait du vécu. Puis je me suis fait un peu prendre au jeu parce que j'ai beaucoup aimé le travail social. Donc, j'ai fait ma technique à Trois-Rivières, mon bac à Sherbrooke. Puis tout de suite, j'ai travaillé comme intervenant, même pendant le bac entre Mhm. autres dans un transit de jour en santé mentale. Ça a été ma première vraie job d'intervenant, d'être dans un OK. milieu Parce que c'était ça que j'allais te demander, justement. Donc, c'est dans quel milieu tu as pu baigner? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience professionnelle en tant que TS, finalement? Tu sais, ça a duré combien de temps? Puis, tu as été exposé où, dans quel milieu? Parce que je pense qu'en sachant ça, ça nous permet de comprendre peut-être un peu mieux le poids derrière ta plume, tu sais, puis c'est quelle encre qu'elle fait couler, finalement. très belle image. Euh, Merci, en merci. fait, en fait C'est parce que je lis La Bête, puis Ta mort à moi, des choses comme ça m'inspire beaucoup. Là. je vais prendre le crédit. Non, en fait, les milieux de stage et mes milieux de travail ont été hyper significatifs. Puis effectivement, c'est mes romans, mais aussi mes recueils de poésie sont très liés à mon expérience de TS. D'ailleurs, ma première publication, c'est un recueil de poésie qui s'appelle Premier soin aux Écrits des Forges, où je fais le parallèle pendant 70 poèmes entre la santé mentale et la santé physique. Donc, je décris vraiment tout le parcours d'un personnage à la première personne, mais c'est pas mon jeu, là, comme dirait un beau je est un autre, mais c'est quand même le parcours à travers les soins de santé. Puis on ne sait jamais si on parle de blessures physiques ou psychiques. Donc, déjà en 2012, j'étais déjà dans cet élan-là. Et ça venait effectivement de mon expérience de TS. Donc, moi, quand j'ai fait la technique, j'ai travaillé plus en justice alternative. Ça m'a intéressé, mais pas autant que la santé mentale. Donc, quand j'ai fait le bac, mon premier stage, ça a été à l'Accordé, un transit de jour en santé mentale, donc vraiment milieu de vie. Puis là, c'était vraiment immersion totale parce qu'on avait des gens qui étaient dans un parcours sur des décennies, qui avaient vraiment un bel équilibre psychique, un suivi psychiatrique, psychologique, la médication adaptée, puis qui étaient capables de parler de ce qu'ils avaient vécu avec un recul super inspirant. Et il y avait aussi des personnes qui ont eu des épisodes psychotiques sous mes yeux. Ouais. Donc, c'était vraiment, j'avais les deux mondes et ça m'a vraiment passionné. Et à travers donc, j'ai fait mon premier stage, j'ai été engagé. J'ai toujours été engagé à mes stages, qui est plutôt bon signe. Après mon stage, j'ai travaillé là comme intervenant pendant mes études. Et pendant que je travaillais là, il y a un jeune homme à qui je m'étais attaché d'une certaine façon, avec qui j'avais été jumelé un moment donné dans un programme. Puis là, on n'était plus là-dedans, on Mhm. n'était pas dans une relation suivie, mais j'avais beaucoup d'estime pour lui. Puis ce jeune homme-là s'est suicidé.
Ça m'a vraiment affecté, puis ça m'a un peu confronté au fait que, bon, j'avais eu un cours en intervention de crise, mais je me trouvais pas du Mhm. tout ferré en intervention de crise suicidaire. Alors, j'ai dit, je vais faire mon dernier stage dans un centre de prévention suicide. Et là, ça a été un coup de foudre avec cette cause-là, avec cette mission-là. Puis, j'ai finalement été engagé tout de suite après comme intervenant et OK. rapidement, j'en ai mangé, mais à temps plein. J'ai fait de la postvention dans les écoles, dans les milieux de travail. J'ai animé un groupe d'endeuillés avec des enfants, avec des adultes. Je suis devenu responsable de la formation. Puis pendant 8 ans, en fait, j'ai travaillé en prévention suicide. Et en parallèle, vers la fin, avec le CAVAC. Et là, j'étais en intervention de crise avec les policiers. C'est vraiment ces deux expériences-là, je dirais, ces trois expériences-là qui ont fait naître la bête, dans le sens où ce que je voyais, qui Mhm. était super intéressant, super poignant, parfois très triste, très trash, mais en même temps souvent drôle et lumineux malgré tout. Et surtout mon expérience au Québec auprès des victimes, que je voyais que la plupart étaient victimes euh, de criminels, eux-mêmes en détresse, eux-mêmes en difficulté, eux-mêmes en des troubles de santé mentale, de dépendance, de distorsion cognitive. Mhm. Puis je me dis, on ne retrouve pas ça tant que ça dans la littérature. La réalité, c'est qu'on a Non. soit le psychopathe pur, génial, tueur en série, ou le mafieux avec le code d'honneur. Mhm. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité des Non. crimes violents, c'est des gens tout croche en dedans, en détresse, puis qui sont parfois Mhm. un peu minables, mais un peu risibles, mais en même temps terriblement humains. Ça, Et c'est la là, bête, c'est exactement la bête. Je veux dire, il y a quelque chose de foncièrement répugnant là, tu sais, dans la bête. Là, je veux dire, ce psychopathe qui tue des chats, qui profite du monde, qui consomme à côté, qui fait tout croche, euh, mais auquel on s'attache pourtant, finalement. Là. Puis je trouvais ça intéressant en te lisant, parce que rares sont les romanciers qui vont créer ces anti-héros-là. Tu sais, on n'est pas dans le roman qui présente le beau héros parfait, justement, ou l'espèce de personnage caricatural. C'est comme s'il y avait un souci dans ce que tu écris pour exposer du lait, n'est-ce pas? Tu sais, beau- tu donnes beaucoup d'exposition au pas beau. Tu te gênes pas pour parler de maladie. Puis ces thèmes-là qui sont noirs sont récurrents, mais ils nous amènent à réfléchir, n'est-ce pas? absolument, mais je dirais qu'il y a un travail, oui, de parler du lait, de nommer le lait, mais de mettre aussi de la lumière au travers, de la beauté, puis ça passe aussi par l'humour. Puis on s'attache à ce Ouais. personnage-là parce que son moteur, il est noble. Et puis la réalité, c'est que c'est ça aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire plein d'ateliers en prison, puis dans des pénitenciers, puis avec des sentences vie, puis des meurtriers, puis des violeurs. Puis écoute, tu me laisses 15-20 minutes avec, puis je peux te faire pleurer de même, parce que c'est du monde super sensible, avec un gros vécu, super écorché, tatouages qui sont jamais revenus de leur mère, qui les a placés en famille d'accueil quand ils avaient 4 ans. Écoute, ils sont sensibles, sensibles. Puis la réalité, c'est ça. Tu dis, hey, le geste que tu as commis est monstrueux, mais la réalité, c'est que ce sont très rarement des monstres qui Exact. commettent ces crimes-là. Puis Puis même on ceux peut parvenir à cette compréhension-là quand on s'intéresse à la genèse du geste monstrueux, tu sais. Puis pour ça, il faut s'intéresser au personnage, à ce qu'il a vécu et tout, exactement. là. Puis c'est là aussi où moi j'avais une espèce de défi à travers ces romans-là, de la bête. Puis même avec le dernier, avec Ta mort à moi, avec Marie-Maud, il y a un peu ça aussi de Madame euh, Pranèche-Lopez. exactement. L'idée, c'était de créer vraiment un objet littéraire intéressant. L'idée, c'est pas de faire des vignettes cliniques, c'est vraiment, ce sont d'abord des projets littéraires, mais qui, au travers, vont un peu forcer le lecteur ou la lectrice à prendre position, puis à finalement se rendre compte que c'est un jeu d'ombre et lumière, puis tous les humains, on est comme ça, tu sais, puis même celui qu'on dit qui est psychopathe, mais pourquoi a-t-il eu à devenir psychopathe? T'sais, pourquoi est-ce qu'il s'est coupé de ses émotions à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de Mhm. sentir la culpabilité? Je crois pas au mal pur, je crois pas à l'humain mauvais pur, je crois pas non plus à l'humain bon. Mhm. Pour moi, les espèces d'extrêmes sont rarement des vérités. Donc l'homme est un loup pour l'homme, c'est pas quelque chose, c'est pas une pensée à laquelle David Goudreau Ben, adhère, là. oui, l'homme est un loup pour l'homme, mais par nécessité, non pas par méchanceté. Je pense pas que Mhm. l'homme est fondamentalement un prédateur. Je pense que l'homme est l'humain. Je pense que l'homme et la femme sont d'abord des opportunistes. On est des Mhm. animaux qui tentent de survivre physiquement, psychiquement, puis la vie, c'est beaucoup
plus dur qu'on essaie Mhm. de le faire croire sur Facebook et sur Instagram. Et à Tout à tous les fait. jours, on prend des moyens pour essayer de survivre. Puis parfois, on prend de mauvais moyens, mais s'ils sont efficaces, on va avoir tendance à les répéter, puis il y a des choses qui se cristallisent dans le temps, puis maintenant, on se retrouve avec des déviances, des troubles de dépendance, peu importe. Mais, euh, mais c'est ça, Mhm. pour moi, le côté foncièrement bon, foncièrement mauvais, je crois peu. Moi, je pense Mhm. qu'il y a beaucoup de questions, oui, de prédisposition génétique, d'éducation, mais aussi tout simplement d'opportunité. C'est l'occasion fait la ronde. Puis moi, Mhm. c'est ce que j'ai vu comme TS au niveau criminel. C'est souvent des espèces de crimes opportunistes, puis des gens qui sont dans cette Mhm. espèce de mentalité comme la bête, un peu narcissique, mais encore une fois, le narcissisme, c'est une défense. Puis je sais que tu ne deviens pas narcissique Mhm. pour rien. Puis le narcissisme, c'est pas quelqu'un qui va bête, qui se la pète, c'est quelqu'un qui a besoin de te faire croire qu'il est en contrôle alors qu'en même il capote. Hein. Exact. Puis Mhm. c'est ça, donc il y avait vraiment une volonté d'amener le lecteur ou la lectrice à être sensibilisé un peu à son insu. Tu sais. Puis c'est là où Mhm. j'ai adoré ton introduction, puis dans le fond, tu sais, ça veut dire que tu as compris l'essentiel, c'est-à-dire que oui, il commet des gestes monstrueux, mais on s'attache pareil. On espère Exact. ne jamais avoir de bête sur son parcours, mais Mhm. on doit reconnaître qu'il y a un humain derrière. Puis le Exact. travail que tu feras éventuellement comme psychiatre, ça va être ça aussi. Tu vois, hein. Puis probablement déjà dans ton milieu, tu vas rencontrer des gens, tu dis, OK, moi, je voudrais pas être en relation Mhm. personnelle avec cette personne-là, mais je dois lui reconnaître non seulement le droit de vivre, mais euh, le, le droit d'être tout ce qu'elle est, même dans ses complexités les plus troubles. Exact. Puis je pense que c'est du moment qu'on est capable d'avoir cette lunette-là, cette lentille-là, qu'on est dans une position beaucoup plus tolérante, acceptante, puis en mesure d'aider. Parce que si on n'est pas prêt de se mettre dans cette position-là, ben, à ce moment-là, on s'enligne vers un chemin qui est un peu plus fataliste où on dit, ben, on peut rien faire, puis quelqu'un qui est tout croche va l'être toute sa vie, là, va être de plus en plus tout croche à tout jamais. Là. Mais là, Mais ça je c'est pense que le c'est un peu déterminisme. pessimiste des choses. Oui, effectivement. Mais là, Ouais. on rentre dans le déterminisme social. Et encore une Mhm. fois, il faut faire attention, il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à la réhabilitation pour tous à tout prix tout le temps non plus. Puis, Mhm. Mhm. il y a des limites aux risques qu'on peut prendre comme société. Donc, c'est là où ça devient aussi super intéressant. Puis, on est dans une époque, malheureusement, selon moi, qui se polarise beaucoup et qui va se camper sur certaines positions. Puis je pense que toute la question de la judiciarisation des personnes avec des troubles de santé mentale, c'est une discussion qu'on doit avoir comme société, puis qu'on Mhm. a pas ou qu'on a mal, en fait, en ce moment. Tu sais, il arrive des tragédies comme Mhm. ce qui s'est passé à Québec, où Mais d'ailleurs, ça, je voulais t'en parler, David. Je t'ai entendu dire dans une entrevue, tu avais dit quelque chose comme le traitement médiatique de la santé mentale ne doit pas toujours être sensationnaliste. Et je trouvais que cette phrase-là que tu avais prononcée faisait particulièrement écho ces jours-ci. Donc, tu sais, on enregistre ça au mois de novembre, quelques jours après qu'il soit arrivé une tragédie à Québec. Et là, c'est comme si cet événement-là, ponctuel, activait pour le collectif le discours qu'on doit avoir par rapport à la santé mentale, finalement. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi, pour toi, c'est un problème qu'on parle de santé mentale presque uniquement à l'occasion de drames. pour moi, la plus grosse erreur qu'on fait comme société, c'est de ne pas en parler au quotidien, de ne pas en parler dans ses facettes positives et tout simplement constituante de qui on est. Tu sais. On parle beaucoup, beaucoup de santé physique. Là. On est à fond dans l'entraînement, dans les protéines, dans les corps, dans le rapport au corps. On est tu sais, dans la maladie, des campagnes de financement pour le cancer du sein, pour la prostate, pour ci, pour ça. Alors que tout ça devrait avoir son équivalent en santé mentale. Mhm. On devrait, puis malheureusement, la niche est occupée souvent par des trucs qui sont un peu mièvre ou pastel, ou tu sais, là, on tombe dans la croissance personnelle, puis tatata. Mais non, c'est pas ça, la santé mentale. La santé mentale, c'est bien plus concret que ça. Là. Tu sais, tu dors, tu manges-tu, c'est quoi ton hygiène de vie? Est-ce que tu es en détresse? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en détresse? Puis, il y a des choses vraiment de base dont on ne s'occupe pas.
Moi, je pense que ça devrait même être intégré à l'école. S'il y a des cours d'éducation physique, il devrait y avoir des cours d'éducation mentale. Tu sais, on devrait s'asseoir et se parler de Mhm. comment on va, faire des exercices d'expression de nos émotions, puis des exercices de ressenti, puis essayer de développer ça dès le primaire, puis tout le temps. Mais bon, ça, c'est un rêve un peu fou, mais de façon très Non, mais je concrète. pense que c'est bon d'être rêveur aussi. Puis je trouve ça vraiment très cool que tu le mentionnes ici sur le podcast parce qu'il y a cette idée-là derrière Association Libre aussi que il faudrait idéalement populariser la santé mentale comme sujet, puis pas juste pour en parler comme maladie, comme problème ou comme cossin avec lequel on est pogné socialement, mais plutôt comme quelque chose qui fait partie de nous tous et qu'on peut parler à partir d'une perspective plus positive, peut-être. Là. Absolument, absolument. Puis surtout que bon, tu le nommais, tu sais, quand il arrive un cas comme la personne qui a attaqué des gens avec un katana à Québec, tout ça, là, Exact. on va en parler, puis on va s'inquiéter, mais ça, c'est une infime partie de l'infime partie des gens qui ont des troubles de santé Mhm. mentale qui vont C'est avoir... pas le reflet de quelque chose de global ou Non, c'est tellement anecdotique. Puis c'est pour ça que je trouve ça curieux. Tu sais, il y a des prises de parole publiques après ces événements-là. Puis les problèmes de santé mentale sont le problème majeur de la sécurité publique. Je pense qu'il faut au minimum remettre ça en question. Là. ben absolument. Puis surtout, en fait, c'est que c'est tape à l'œil, ça fait réagir, c'est impressionnant, ça frappe l'imaginaire collectif. Donc, c'est correct que les gens réagissent à ce moment-là, mais il faut voir que c'est à peu près l'équivalent de la combustion spontanée là, pour la santé physique. Là, ça arrive extrêmement rarement. Puis, si ça permet d'injecter de l'argent en prévention, puis tout ça, tant mieux, mais bon, là, on a vu avec le fameux 25 millions, je pense qu'on s'en va plus vers le curatif que la prévention. Il Mhm. en faut aussi, puis on en manque aussi. Ouais. Mais on est quand même dans cette espèce de symptôme extrêmement euh, tape à l'œil qui fait oublier le mal derrière. Tu sais. Puis le mal derrière, il est beaucoup plus large. On est Mhm. tu sais, au-delà du diagnostic, parce qu'il y a quand même, c'est toute une question de diagnostic. Il ne faut pas oublier non plus que c'est une science inexacte. Là, tu sais, c'est appelé à se redéfinir sans arrêt. Puis on peut juste regarder tous les Mhm. changements qu'il y a eu dans le DSM dans les dernières décennies. Puis tant mieux, au moins une remise en question qui se fait, mais ça nous dit quand même que C'est une science qui c'est évolue. ça, Ouais. le mal d'hier elle est intégré à la norme aujourd'hui, puis Mhm. donc il faut que ça bouge. Mais ce qui est clair, c'est que ne serait-ce qu'avec le nombre d'antidépresseurs prescrits, le nombre de ressources utilisées dans le milieu communautaire, dans le milieu public, tout ça, il y a une détresse qui est là. Puis même si Il n'y a pas de doute qu'il y a un besoin, hein, il y a un tout à fait. besoin qui est là. Mhm. Faut pas non plus être alarmiste. On n'est pas les personnes qui jettent en bas des ponts de façon soutenue à tous les jours au Québec, mais il y a quand même un mal-être qui est là et il y a aussi de nouveaux mots qui apparaissent ou en tout cas qui se vivent différemment. Et ça, c'est le bout, moi, qui me préoccupe le plus, mettons, dans mon implication avec le mouvement Mhm. Santé mentale Québec. Moi, je suis très préoccupé par Mhm. rapport aux ados, par rapport aux jeunes, parce que dans les dernières stats qu'on voyait, Mais on a doublé le nombre d'hospitalisations pour tentatives de suicide, sans nécessairement augmenter le nombre de suicides. entre 2007 et 2017, hein, c'est comme un 10 Là. ans. Puis à l'intérieur de ce 10 ans-là, ça a doublé les hospitalisations pour des tentatives de suicide. Moi aussi, quand j'ai entendu ça, ça m'a comme flabbergasté. Là. Puis en même temps, paradoxalement, sans augmenter de façon significative à aucun moment le nombre de décès par suicide. Donc, qu'est-ce que Mhm. ça dit de l'expression de la détresse? Puis aussi, toute la question de Mhm. l'anxiété. Moi, j'ai l'impression que puis on le sait, l'anxiété et la dépression, c'est extrêmement lié. Mais pour moi, ça, c'est un enjeu majeur qui est bien plus préoccupant qu'une personne qui va avoir un passage à l'acte comme celui qu'on a vu, qui malheureusement fait des morts, mais qui pour moi est l'équivalent d'un carambolage sur l'autoroute 10. C'est quelque chose qui Ouais. arrive, qui fait des morts, c'est triste. Ça aurait pu être évité, probablement qu'il y a quelqu'un qui a pas qui a conduit sous, qu'on a laissé échapper au niveau psychiatrique, mais ça demeure Mhm. anecdotique. Alors que l'anxiété qu'on sent, l'anxiété qui est documentée, qu'on voit de vos statistiques, particulièrement chez les Quelque chose de jeunes. pas mal plus répandu, de systémique, d'inquiétant à grande échelle, finalement. Absolument. Puis non seulement à grande échelle, mais encore là, on parle de chiffres pré-pandémie.
Et là, j'ai Mhm. l'impression qu'en ce moment, on est aussi en train d'installer des choses qui, à long terme, moyen long terme, vont avoir un impact assez fascinant Mhm. à Mais analyser. d'ailleurs, David, je prends la balle au bon parce que tu viens de dire chiffre pré-pandémie. J'ai pris des petites notes aujourd'hui parce que je suis tombé sur les nouvelles comme ça. Puis il y avait la docteure Mylène Drouin de la santé publique de la ville de Montréal que j'entendais à Radio-Canada. Puis elle a dit une couple de choses qui m'ont frappé, puis je voulais te les partager. Euh, Elle nous a dit là, que pour la consommation d'alcool, le tiers de la population, depuis la pandémie, le tiers de la population a augmenté sa consommation d'alcool, surtout chez les 18-34 ans, donc les jeunes. Les gens qui consommaient de l'alcool pré-pandémie, c'était à peu près 11 de la population. Ça l'a monté avec la pandémie à 27. Puis pour ce qui est du cannabis, 40 des consommateurs de cannabis comme pré-pandémie ont augmenté leur consommation avec la pandémie. Puis c'est la même chose pour le tabagisme. Fait que c'est comme si, à l'occasion de la pandémie, il y avait des personnes qui avaient découvert la détresse psychologique, puis qui se tournaient vers ces substances-là. Puis tu sais, d'ailleurs, quand on te lit, quand on t'écoute parler un peu partout, la consommation, les substances, c'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose que tu abordes souvent. Qu'est-ce que ces chiffres-là évoquent pour toi? Qu'est-ce qui te font penser? Ben, pour moi, c'est évident et je pense pas que ce soit problématique pour chaque point de pourcentage là-dessus, parce que probablement qu'il y a du monde qui a augmenté leur consommation juste parce qu'ils ont plus de temps pour On consommer. est plus à la maison, on va prendre un verre de vin de plus ici et là. C'est pas tous des cas dramatiques, là, tout à fait. Exactement, exactement. Tu sais, je pense qu'il y en a qui aussi qui ont peut-être de la misère composer avec l'ennui, parce qu'il y a aussi cette donnée-là qui rentre en ligne de compte, puis on Ouais. est en train de se dépecer des bienfaits de l'ennui. Hein, on est super stimulé de plein de façons, puis parfois c'est pour notre bien, mais j'ai l'impression qu'on perd aussi quelque chose d'intéressant dans ce qui se passe dans l'ennui. Tu sais. Et donc, je pense pas que ce soit inquiétant pour tout le monde là-dedans, mais c'est clair qu'il y en a qui vont glisser vers la dépendance. Puis, c'est triste parce que là, on va créer un autre problème qui pour ces gens-là, tu sais, qui va s'ajouter au stress et à l'anxiété de la pandémie, puis peut-être à des pertes d'emploi à travers ça. On sait aussi que ça a été dur pour les couples, donc des Mhm. séparations. Donc, pour moi, c'est une espèce d'accumulation de facteurs de risque puis de déclencheurs qui fait que euh, on pourra pas facilement quantifier puis expliquer ce qui s'est passé, mais pour moi, c'est clair que tout le monde ajoute quelques stresseurs à son sac à dos. Et les gens qui étaient déjà chargés, les personnes qui étaient déjà en détresse, qui étaient déjà isolées socialement, puis tout ça, euh, c'est ces personnes-là qui m'inquiètent le plus. Les Mhm. personnes qui développent des mauvaises habitudes pendant la pandémie, mais s'il y a un contexte, puis qu'après, ils peuvent se regarder aller, revenir, ou que le retour à la normale va faire, bon, ben là, écoute, je peux pas boire ma bouteille de vin le mardi soir parce que le mercredi, il faut que je traverse le pont et je me lève à 7 heures. C'est Versus, ça. je fais du télétravail, je me lève à 9 h moins quart en pyjama, mort de rire, à disant un verre de plus. Tu sais. Ouais. Donc, il y a plein de trucs qui vont rentrer en ligne de compte, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une situation de stress à l'échelle mondiale. Ce qui nous aide, c'est que c'est justement à l'échelle mondiale, parce qu'on est toujours pauvre par rapport aux voisins. Donc, tu sais, quelqu'un d'un favela qui a grandi dans un favela toute sa vie, c'est pas qu'il est pauvre, puis Mhm. s'il a une canne de bine de plus que le voisin, ben il est riche puis il est épanoui, tu sais. Ouais. Mais quelqu'un qui a grandi dans un quartier huppé, qui se retrouve en HLM, il va le sentir puis il va se comparer. Tout. Donc, là, en ce moment, au moins, on est tous dans cette espèce de boîte-là de pandémie, puis on est tous affectés d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous aide. Mhm. Et ceux qui étaient déjà un peu plus près du précipice, même si ils ne sont pas seuls à vivre ce drame-là du confinement, du reconfinement, peu Ça les importe, a ben, précipités sur le bord du précipice. Ouais. exact, exact, dans le Mhm. précipice probablement pour Exact. plusieurs. Mhm. Donc là, il faut voir, tu sais. Puis en même temps, l'humain a une capacité à endurer la souffrance quand même parfois impressionnante. Donc, il y a Mhm. probablement des gens qui là glissent dans des dépressions, dans des problèmes de consommation, puis que ça va popper plus tard dans vos bureaux en 2023, 2027, 2030. Tu sais. Mhm. Ça prend beaucoup de souffrance tu sais, avant de changer. Tu parlais de la Mhm. consommation. Moi, ça fait 12 ans que j'ai arrêté de consommer il y a pas OK. longtemps. Puis je me suis rendu loin dans la consommation puis dans
souffrance par rapport à la consommation avant de trouver l'aide adéquate puis de m'en sortir. Donc, mon expérience par rapport à ça, ce qui est raisonné, c'est plus ça. C'est comme probablement qu'il y a des gens en ce moment qui sont en train de s'hypothéquer, mais pas Mhm. pour 2021, c'est pour 2025, À plus 2027. long terme. Hein. Exactement. Tu sais, ceux qui ont Ouais. acheté une bouteille ou deux de verre à leur semaine, qui va devenir 3 puis 4 dans les mois à venir, ben là, le Mhm. temps que ça scrape leur vie un peu puis qu'ils veulent s'en sortir, ça Mhm. va prendre du temps. Mais je pense que justement, c'est peut-être une bonne occasion maintenant. Le timing est là pour augmenter tu sais, justement l'espèce d'acknowledgement collectif de ce problème-là de santé mentale qui est répandu, qui est quasiment comme la peste là, tu sais, qui se propage à vitesse grand V. Des fois, on a l'impression. Puis pour essayer d'adresser des choses en amont. Tu sais, tu parles de problèmes qui vont survenir et qui vont se manifester peut-être dans les années à venir, sauf que si on est capable d'agir peut-être un peu plus en prévention, ça pourrait aider à ça. Là. De... Moi, je suis un fan de la prévention, mais la Mhm. réalité, c'est que la prévention, ça ne paye pas d'un point de vue politique. Ça paye Exact. d'un point de vue social. Ouais. Ça paye sur le long terme. Donc, c'est moins intéressant pour les politiciens. Moi, je trouve ça bravo au gouvernement Legault qui investit en santé mentale, là, 25 Mhm. millions. Je pense qu'il y a déjà l'intention, ils ont l'intention Ils ont comme d'allonger ça. annoncé un 100 millions comme ça. Puis on va voir si ça va être récurrent ou pas. Mais bon, déjà, tu sais, c'est un effort qui est salué. Puis, tu sais, tu parles de prévention, qui s'en fait pas assez, que c'est pas payant sur le plan politique, mais aussi par rapport à ça, j'avais eu dans un autre épisode un psychiatre qui était venu parler, on parlait de psychiatrie communautaire avec Luigi De Benedictis, puis on parlait de prévention, puis même d'un côté médical, la prévention, ce qu'il me disait, c'est que c'est à peu près 1% des études qui se font en médecine, pas juste en psychiatrie et en santé mentale, mais en médecine de manière générale, parce qu'on a une logique, comme dans l'académie médicale, qui serait beaucoup plus orientée vers le curatif. Mais à un moment donné, je pense qu'on va commencer à se poser la question sur ce qui est plus payant au long cours, puis si ça valait pas la peine de tourner les yeux peut-être un peu plus vers la prévention. Là. Ben absolument. Mm. Absolument. Puis il y a des secteurs où on le fait. Justement, on parle de consommation d'alcool, mais tu sais, je pense à l'alcool au volant, il y a des choses qui ont été faites, puis qu'il y a des comportements. Tu sais, socialement, quand on prend le virage, on l'intègre. Tu sais, juste fumer dans les bars. Moi, j'ai connu, là, fumer dans les bars. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je rentrais au restaurant, ça sentait à boucan, puis la serveuse, elle disait fumeur, pas fumeur. Aujourd'hui, c'est une lubie, là. Tu sais, on peut pas penser à ça. Voilà, tu sais, moi, mon père fumait dans le char avec les trois enfants, les Ouais. fenêtres baissées, avec le cellulaire dans une main, puis on disait que le volant, puis Ouais. c'est inconcevable aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers ça avec la santé mentale, de dire il y a des comportements qu'on ne doit plus avoir. Quelqu'un en détresse, ben, on faut apprendre c'est quoi les deux, trois phrases à dire à cette personne-là, les questions à lui demander pour l'aider. Il faut apprendre quand on atteint notre limite, comment l'exprimer, c'est quoi les ressources d'aide. Il y a plein de comportements qui sont assez basiques pour des personnes qui ont travaillé dans le milieu, puis c'est correct socialement, puis c'est vraiment pas de Mhm. condescendance que je dis ça. Moi, ce que je dis, c'est plutôt, hey, on a des outils, on sait à quel point c'est important, comment transmettre ça dans la population, puis bon, ben, il y a un bout qui peut être fait à travers la littérature, sensibiliser à certaines réalités, mais Mhm. il va falloir aussi socialement investir sur la prévention, puis dans les faits, on dit que c'est pas payant politiquement, mais c'est pas payant médiatiquement non plus. Mhm. Demain matin, le Journal de Montréal ne peut pas faire sa une en disant personne ne s'est immolé au centre-ville de Montréal hier soir. C'est pas Ça intéressant. serait une plate, là. Ouais, ouais. Ce serait une Mhm. plate. Mais la réalité, c'est qu'il y a Mhm. probablement des gens qui auraient pu s'immoler hier Et soir qu'ils ne l'ont pas fait. Ouais. parce qu'ils ont eu des ressources d'aide, ils ont eu la ligne 1866 appel, ils ont rencontré un psychiatre au bon moment, on a Mhm. pris le temps d'adapter leur médication, ils ont eu un suivi psy, puis ça, c'est ça, c'est pas tape à l'œil, mais c'est super important. Donc, comme société, c'est pas non plus, on n'est pas non plus dans le fond de l'URSS. Là, il y a quand même un Ouais. filet social qui est là, médical, psychosocial intéressant, mais Mhm. c'est clair qu'il peut être resserré. Puis pour moi, c'est clair que ça passe davantage par la prévention que par le curatif Mhm. qui est nécessaire, qui doit être là, mais qui est quand même pour moi un bout de ligne. Mhm. Tu Tout sais, à fait. quand on est justement, quand on est en psychiatrie légale, quand on est dans comment je dirais,
pris en charge par une équipe multidisciplinaire, Ouais. tout ça. Là, on est non seulement dans l'artillerie lourde qui coûte extrêmement cher socialement, mais on est aussi dans une surveillance qui va prévenir de toute façon certains Mhm. passages à l'acte. Alors que monsieur, madame, tout le monde, qu'on ne pourra pas quantifier, qu'on ne pourra pas cocher dans les statistiques, qu'on ne pourra pas mettre dans le bilan annuel de notre CIS local, Mhm. mais toutes les personnes qu'on va rejoindre à travers une campagne de sensibilisation bien faite, à travers des actions qu'on va transmettre à des sentinelles dans la société ou à des citoyens qui vont réussir à faire percoler ça, puis à être des agents multiplicateurs, ben, tout ça, c'est extrêmement payant, mais Mhm. c'est pas quantifiable. Donc, il faut réussir à convaincre les gens. Puis j'ai l'impression que quand il y a des psychiatres, des médecins, des gens qui sont vraiment sur le terrain dans le bout curatif, qui ont une reconnaissance sociale plus grande, puis qui prennent position pour la prévention, qui en font, qui se joignent aux efforts de prévention, ça envoie un message vraiment fort. C'est juste la Mhm. discussion qu'on a là, pour moi, c'est important Ouais. parce que tu es en train de dire, comme futur professionnel de la santé, Mhm. je crois aussi aux actions qui se posent en dehors de mon bureau, en dehors de l'aide En amont, psychiatrique, tout à fait. en amont, dans la rue, puis qui ne pourront jamais rentrer dans les statistiques Mhm. des services sociaux et de santé. Mhm. Ben, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, David. Puis on te sent très préoccupé par les enjeux de santé mentale. On sent pratiquement que c'est une passion pour toi. Oh, oui. Puis donc, tu sais, tu l'as dit, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, tu es porte-parole du mouvement Santé mentale Québec. Tu fais ça depuis 2017. Puis, tu sais, on s'entend, là, tu dois probablement être sollicité pour un paquet d'implications. Tu sais, puis je voulais savoir tu sais, pourquoi c'était important pour toi d'avoir cette implication-là? Puis peut-être nous expliquer pour les gens qui nous écoutent, il y en a qui ne savent pas c'est quoi le mouvement Santé mentale Québec. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ben, merci de me permettre de le faire. En fait, euh, pourquoi j'ai accepté le mouvement Santé mentale Québec plus qu'un autre, puis même on renouvelle, puis j'ai l'intention de renouveler tant aussi longtemps qu'on aura une aussi belle relation, c'est que cet organisme-là, qui est un peu un organisme qui chapeaute plein d'organismes membres un peu partout au Québec, la mission, c'est vraiment de promouvoir, sensibiliser, outiller. Donc, on n'est pas dans l'intervention, on n'est pas du tout dans la première ligne, on est justement dans la prévention et surtout, on est dans une approche, moi, ce qui m'a parlé, c'est qu'on est dans une approche inclusive au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'on veut promouvoir une bonne santé mentale et faire connaître les services disponibles pour les personnes qui ont des difficultés émotionnelles ou des troubles de santé mentale. Donc, nous, on embrasse vraiment très, très large. Puis ça me parle vraiment. Mhm. Euh, on sort justement de la logique diagnostic-traitement. On est vraiment plus large que ça. Puis, dans une espèce de volonté aussi de mobiliser des organismes qui peuvent d'emblée avoir peu c'est pas qu'ils ont peu de liens parce ils ont la santé mentale en commun, mais parfois c'est des régions très éloignées. Parfois, il y en a qui vont être vraiment plus autour d'un trouble de santé mentale, puis Mhm. d'autres qui vont être vraiment plus dans l'action plus large. Puis là, faire communiquer tous ces gens-là, rendre les ressources accessibles, puis aussi donner des outils pour reconnaître ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Donc, cette année, la campagne, je était plus axée sur l'idée de ressentir, c'est recevoir un message. Mais OK. ça a l'air super de base là, quand tu le dis comme ça. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne le savent pas, ça. Que quand ils ressentent quelque chose, il y a un message qui est en train de passer. Puis la Mhm. plupart des gens, et moi aussi, je l'ignore et je vais de l'avant. Puis là, j'ai pas le temps de peser sur, tu sais, je pèse sur snooze parce que j'ai pas le temps de gérer ça, là, mon petit Ouais. malaise qui monte pour mon anxiété parce que là, il faut que j'aille chercher les enfants. J'ai une chronique à remettre. J'ai ci, j'ai ça. T'as un Mais, podcast à 7 heures. exactement. Ouais. Mais, euh, mais il faut se le rappeler, puis il faut l'intégrer, puis c'est pas facile de changer des habitudes. Puis j'ai l'impression que cet organisme-là, avec une campagne d'ailleurs sur plusieurs années, avec comme 7 astuces pour prendre soin de soi, puis c'est comme une par année, puis on tape sur le clou, puis on y revient, puis on donne des exemples. Puis Cette c'est très astuce, t'as validé. dit?
Ouais, cette astuce pour prendre soin de soi, tu sais, écouter, entretenir ses liens, ressentir, tout ça. Puis, il y a aussi toute la question, d'ailleurs, je vous invite à aller visiter le êtrebiendansa-tête.ca. Je vais mettre le lien en description du podcast pour tout le monde. Merci, William, très apprécié. Mais c'est ça. Là-dessus, j'ai trouvé plein d'outils, puis aussi des affiches, même pour des organismes. Tout ça, je pense que c'est très généreux ce que l'organisme offre, ce que le Mhm. mouvement offre. Mais il y a aussi des activités ponctuelles. Donc, il y a cette espèce de volonté que j'aime beaucoup, moi, du communautaire. Tu sais, puis c'est ça qui, à l'époque, m'animait là-dedans, c'est que on va se permettre des initiatives, on va essayer des affaires. Puis là, en ce moment, on fait un non-concours avec des non-consignes où on invite les jeunes de 12 à 25 ans à nous envoyer des poèmes, des récits, des nouvelles littéraires. Puis moi, je lis ça en ligne avec des artistes qui viennent lire avec moi, puis on fait des petits moments de littérature autour de ça. Puis c'est super intéressant. Puis il y a dans mes spectacles, j'invitais aussi des membres, des organismes membres à venir être présents. J'ai invité des jeunes que j'ai rencontrés dans des ateliers qui avaient des enjeux de santé mentale à venir sur scène, partager des Mhm. textes. Puis parfois, c'est dans les plus beaux moments de ma carrière artistique, ces rencontres-là. Puis Mhm. il y a une espèce de côté justement où ben, tu vois, je te donne un exemple, mais Ouais. un jeune avec qui j'ai été mis en contact vraiment sous l'angle de la santé mentale, puis qui a vraiment des difficultés diagnostiquées, des traitements. Que Puis, tu as vu dans le cadre de ton travail comme TS ou non? Oui, 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 effectivement. OK. Ben, en fait, comme artiste qui donne un atelier de création, OK. mais quand même avec le chapeau TS. Tu sais, il y a des POC qui Que tu s'ouvrent en tête n'enlèves jamais complètement. Ouais. que j'enlève jamais, puis qui est pratique parce que Mhm. j'ai pu vivre des expériences que j'aurais pas pu vivre sans ça, entre autres avec Gang de rue, des centres jeunesse, Montréal, Rivière-des-Prairies, pendant plusieurs étés. Je sais que ça a facilité ouvrir certaines portes de pénitenciers, certains milieux. Puis, en tout cas, ce jeune-là, finalement, Quand qui même était quand particulier, tu vas autant dans des écoles que dans des pénitenciers, tu sais. ah oui, oui, puis je te Mais- dirais, c'est souvent plus facile au pénitencier que dans l'école privée. Mais c'est un autre dossier. C'est pas vrai, j'ai j'aime les écoles privées autant que les écoles publiques. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce jeune-là, qui avait vraiment un talent pour écrire et qui, au moment de l'atelier, avait écrit sur carrément son diagnostic, qui parlait de bipolarité, et tout ça, puis il était vraiment direct pinpoint dessus. Je l'ai invité à venir faire son texte dans un de mes spectacles et il accepte. Puis entre-temps, il m'écrit puis il me dit ah, j'ai écrit un autre texte. Est-ce que tu veux l'appeler? Il parlait dans le fond d'un désir amoureux qui avait rien à voir avec la santé mentale, mais le texte était OK. intéressant. Puis moi, j'ai dit quoi est-ce que Ouais. tu préférais lire ce texte-là? Tu sais, oui, il avait envie d'apparaître au monde avec autre chose que ses problèmes de santé mentale. Mhm. Mais puis ça, c'est possible quand tu as cette espèce de flexibilité-là qu'à travers le mouvement santé mentale, on a quand on arrive par la porte de l'art, quand on les intègre dans mes spectacles, quand on fait ces espèces de ponts-là où on sort justement de la lorgnette, puis de l'évaluation biopsychosociale de qui on va te faire voir, puis ça va Mhm. être comme ça. À un moment donné, c'est ça, c'est plus large la santé mentale, c'est vraiment large, ça concerne tout le monde. Exact. Puis Puis, ta position est vraiment singulière, tu sais, je veux dire, comme artiste, comme auteur, comme travailleur social, tu fais un rassemblement qui est vraiment unique entre entre ces différents pôles d'accès là, aux problèmes de santé mentale, puis tu permets de les réunir dans un lieu qui est beau ben, finalement. merci beaucoup, ça me touche d'entendre ça. Puis j'ajouterais même, puis vraiment, c'est pas une carte dans le sens que je vais jouer quand je représente le mouvement d'emblée. Ça peut m'arriver, là, on prépare un documentaire avec Belle Cause, puis tout ça, puis je me suis permis un peu plus. Mais moi-même, j'ai une expérience toute relative, mais quand même, Mhm. ne serait-ce qu'avec les problèmes de dépendance, avec de l'anxiété, tout ça, Mhm. euh, je me sens très inclus dans les messages envoyés parce que je me considère pas comme ni un expert en santé mentale, mais j'ai une expérience Mhm. de TS qui est valable, puis j'ai une expérience aussi d'humain qui en a arraché puis qui a vécu de la détresse Ben oui, c'est psychologique. clair. Puis David, si tu me permets là-dessus, quand on te lit, euh,
sais, on sent que tes écrits sont le fruit d'une imagination qui est profondément informée vis-à-vis cette détresse psychologique-là. Tellement que, tu sais, les premières fois que je te lisais, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose d'autobiographique, Ça, là, c'est tu un sais, quand tu fais problème, Rance, c'est qui quand, est revenu. fait que c'est ça, tu sais, je me demandais ça parce que c'est tellement clair. Puis tu sais, moi, j'en suis à mes premières expériences cliniques là, en tant qu'externe. Je fais des stages, puis je vois des gens malades. Mais ce que tu relates, ce que tu racontes, c'est tellement concret. Puis j'ai l'impression de lire sur des gens que je vois parfois durant la journée. Là. Tu sais, je pense que pour les gens qui t'ont lu, tu n'apprends pas grand-chose à personne quand tu dis que tu as un vécu par rapport à ça, puis une certaine expérience, parce que ça sent à plein nez quand on s'intéresse à ce que tu produis. Là. Ah, ben, je le prends vraiment comme un très beau compliment. Merci, William. Puis, je pense que peut-être que j'ai écrit aussi ces romans-là, peut-être que le succès qu'ils ont eu, c'est en partie parce que je l'ai fait au bon moment où moi, j'avais assez de recul par rapport à ma propre expérience. Puis en même temps, Mm. j'étais encore assez près de mon expérience de TS. J'ai l'impression qu'il y a eu un momentum intéressant pour le faire. Mais aussi, euh, je crois oui, mon expérience, oui, ce dont j'ai été témoin, mais j'ai envie de faire le lien avec la littérature, aussi ce que j'ai lu, parce que ce sont Mhm. des sujets qui m'intéressent aussi en littérature. Puis peut-être justement que j'ai écrit ce que je trouvais pas, mais j'ai aussi trouvé plein de choses intéressantes. Tu sais, ce qui me vient en tête, Herbert Selby Jr., Dan Fente en anglais. Il y a eu même au Québec des super romans sur tu sais, même Michel Tremblay a touché à ça, Claire Blais. Il y a plein de bons textes qui, quand on lit beaucoup, finissent par infuser à quelque part, puis nous habitent. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant dans la littérature qui est un des beaux paradoxes. C'est que même si on sait que c'est pas vrai, on vit quelque chose pour vrai, puis ça nous transforme pour vrai. Tu sais. Exact. Donc, quand tu t'y intéresses vraiment, tu sais, puis je te le souhaite, puis j'ai l'impression que tu es déjà dans cette énergie-là, mais quand tu es vraiment intéressé tout simplement par le travail que tu fais, par les personnes que tu rencontres, ben, tout ce qui tourne autour va t'intéresser aussi. Et puis à un moment donné, tu vas Exact. consommer aussi des films qui en parlent, des livres qui en parlent. Puis là, Tu pourrais pas mieux tu- dire. Mhm. c'est ça, tu sais. Puis là, tu vas te trouver, toi, dans une position soit qui te permet de travailler ou qui te permet de créer avec une vision un peu originale, tu sais, parce que j'ai rien inventé tant que ça. J'ai juste mis un angle qui était moins... personne n'avait peut-être osé le prendre avec autant d'intensité, Je te confirme que d'humour. non. Bon, mais tant mieux, j'aime ça entendre ça. Mais, parce que sinon, tu sais, sur papier, je respecte plutôt la courbe clinique de ce qui se passe, là, tu sais, l'évolution du personnage. C'est assez classique, là, il n'y a rien d'étonnant là, tu sais, Mhm. là-dedans. Là, centre de jeunesse, consommation, gradation de la Le trouble violence. d'attachement, le trouble de la personnalité, psychopathe, il évolue comme ça. Le centre jeunesse, ressources en ressources, famille d'accueil. C'est vrai que tu prends un narratif qui existe déjà, mais c'est comment tu le présentes, tu sais. Oui, je l'exagère fois mille, tu sais, Ouais. c'est sûr. Mais Mhm. la réalité, c'est quand même ça. Tu sais, passer des centres jeunesse au centre de détention, à Pinel, Mhm. tu sais, ça existe. Donc, Mhm. tu sais, là j'inventais pas grand-chose. Et à travers l'humour, ben, même ça, à quelque part, je ne l'ai pas inventé tant que ça. C'est juste que j'en ai été témoin assez souvent pour que ça me fatigue, tu sais, dans mon Mhm. intérêt pour la littérature, de me dire comment ça se fait que les conversations que j'ai avec mes collègues intervenantes après une postvention ou une intervention de crise à l'hôpital ou au poste de police où on se dit, hey, c'était trash, mais calé, c'était drôle, ça, pareil, quand il dit ça. Puis parfois, aussi, la lumière vient des personnes en détresse, vient des victimes d'actes Ouais. criminels ou Mhm. même des criminels eux-mêmes qui à un moment donné, font preuve d'autodérision, puis ça désamorce, puis, Mhm. tu sais, écoute, il y a des situations j'en ai vécu plein. Puis aussi, justement, pour revenir avec la santé mentale, mais juste pour l'anecdote, parce que même moi aussi, dans qui je suis comme humain dans mes limites, parfois j'étais dans des situations, j'étais comme, oh my God, je suis en train de vivre ça, là, des Ouais. gens qui avec des épisodes psychotiques. Puis moi, mon premier contact avec un client qui a un trouble de santé mentale, j'arrive à l'organisme, à l'époque, il y avait des fumoirs, puis je fumais, puis là, je dis OK. à la réception, ben, je suis avec telle intervenante, Marie-Josée, je vais la nommer, Marie-Josée Chabot, je lui rendre hommage parce que malheureusement, elle est décédée il n'y a Mhm. pas longtemps, puis c'était devenu une très bonne amie, puis c'était une grande intervenante. Mhm.
Puis là, je dis, ben, je vais rejoindre Marie-Josée. Elle dit, elle n'est pas prête, tu peux aller l'attendre dans la salle d'attente au fumoir. Moi, je fumais, puis je m'installe au fumoir. Puis là, il y a un gars dans le coin avec une barbe grosse de même, avec plein de stock dans sa barbe, tu sais, puis qui fume son botch. Puis il me regarde à main, puis tu sais, mon premier contact ever. Il fume, me regarde, il me dit, tu fais-tu de la télépathie, toi? Non, je pense pas. Il dit, moi, je fais de la télépathie avec des gars en prison. Mais qui sortent, ils vont venir me voir. Et puis là, j'étais comme, OK, où est-ce que je suis atterri? Bienvenue! Là, exact. Puis là, je sors, puis là, Marie-Josée me rejoint, puis je dis, écoute, peut-être que c'est juste bien normal, mais je viens de vivre ça. Puis là, elle me dit, ah non, non, tu fais bien, on se préoccupe de cette personne-là ces temps-ci, de ce membre-là, donc, OK, super, tu sais. Mm. Mais déjà, moi, je trouve que Ça marque l'esprit, hein? Mm. c'est ça, que cette genèse-là, déjà contenait un peu le germe de ce qui m'intéresse encore en santé mentale, c'est-à-dire un imaginaire, il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire, il y a quelque Mhm. chose qui est aussi souvent une fêlure dans l'imaginaire, tu sais, Mhm. les bouffées délirantes, on est dans cet ordre-là. Mhm. Puis, quelque chose aussi en même temps qui touche à la détresse, qui touche au vrai. Puis ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie par rapport aux troubles de santé mentale, c'est que cette réalité-là vécue par la personne, même si pour les 8 milliards d'autres humains, ça n'a aucun sens, c'est C'est une délirant ou c'est réalité. psychotique, mais pour elle, c'est justement pour ça que c'est un problème, c'est que c'est vrai. Ouais. C'est vrai, puis c'est ressenti, puis cette personne-là va le vivre pour vrai. J'ai un ami schizophrène qui s'est fait courir par un trou noir. Il paraît que c'est bien classique, là. Mais Mhm. lui, il a trouvé ça bien rough. Il s'est fait courir par un trou noir. Il a fait 8 fois le tour du centre-ville de Sherbrooke. Il a fini par s'évanouir, tu sais. Ouais. Puis après, là, il est hospitalisé, tout ça. Puis quand il sort, il dit, tu sais, je le sais, là, que ça n'existe pas. Mais man, Mhm. c'était peurant, ça n'a pas de sens, tu sais. Mais Mhm. lui, dans Parce son que quand ça corps, arrive, c'est vrai, là. Ouais, ouais. puis dans sa Ouais. mémoire cellulaire, il vit pour vrai. Puis Ouais. comme la bête, quand il pense, lui, que la fille, hey, elle tripe, puis il y en a de même, là. Tu sais, là, Mhm. on a eu un petit été un peu plus chaud, là. Tu sais, il y a eu l'espèce de redoux. Puis moi, j'en ai Mhm. vu, là, deux, trois que clowns en bédaine avec leur pitbull puis leur tatouage, tu sais, puis ils l'ont l'affaire, tu sais. Mais tu l'as pas pantoute, mon chum, on peut pas te le Ah dire, c'est non. dangereux, tu sais. Ouais. Donc, cette idée-là, c'est que sais, premièrement, on peut questionner c'est quoi la norme. Deuxièmement, on peut questionner Mm. les situations cognitives, jusqu'à partir de quand c'est correct, à partir de quand on parle de problèmes de santé mentale. Et Mhm. surtout, on parle de réalité parallèle. Tu sais. Moi, c'est ça qui Ouais. m'intéresse dans la santé mentale, puis même dans la vie, dans la littérature. Comment ça se fait que dans une même famille, des fois, tu vas avoir même des jumeaux identiques qui vont Mhm. prendre des chemins complètement différents. Exact. Même les jumeaux monozygotes, il n'y a pas une concordance parfaite. Là, tu sais, pour exemple, des maladies qui ont quand même une bonne part d'hérédité, comme la schizophrénie, ben, même quand ils ont le même bagage génétique copié-collé, oui, on va remarquer qu'il y en a pas mal plus là, que les deux vont l'avoir, mais c'est pas parfait. Là. Automatique. Ah non, Mhm. la vie, tu sais, c'est fascinant. Puis là, écoute, si tu veux, on peut flyer dans la physique quantique, tout ce que tu veux, tu sais, avec Ouais, les réalités parallèles, ouais. mais c'est une des richesses de la vie. Puis à quelque part, Mhm. euh, la Il y a une santé beauté mentale, là-dedans, quelque chose d'intéressant. absolument, absolument. Puis ça nous permet même euh, de vivre par procuration ou à travers le regard ou la plume de quelqu'un d'autre, plein d'états psychiques différents. Mhm. Puis ça demeure quand même aussi un des beaux avantages de l'art, tu sais, de faire de la beauté avec notre souffrance. Donc, tu sais, quand on Exact. lit Edgar Allan Poe, tu sais, Bukowski, Nelligan, tu sais, même plein de poètes, Mhm. évidemment, mais même des romanciers, des chanteurs, tout ça, euh, on touche à quelque chose qui nous sort de l'ordinaire. Puis, Un peu comme quand on découvre de la nouvelle littérature, de la même manière quand on rentre en contact avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu délirant ou psychotique ou juste qui a des idées flyées que nous, on n'a pas, il y a un peu cette même impression de nouveau là, tu sais. ah, absolument, absolument. Puis, il faut l'accueillir. Puis, tant que, tu Mhm. sais, c'est ça. Puis, euh, on va tous, tu sais, la vie a son lot de souffrance pour tout le monde. Tu sais. Donc, à partir de là, quelqu'un qui souffre, faut pas en avoir peur. Puis, hey, tu sais, si lui, il souffre, ça me menace, ça va être contagieux, tout ça. Non. Puis, peut-être que sa Mhm. souffrance, il va s'en sortir, puis ça va être super beau. Tu sais. Donc, on peut s'intéresser même aux personnes dont
la souffrance nous échappe, qu'elle nous est incompréhensible, faut pas s'en détourner pour autant. Puis, j'ai sorti une chanson il n'y a pas longtemps qui s'appelle Mental Malade, justement, avec Florence K. Puis une des phrases qui est très importante pour moi que j'ai mis dans cette chanson-là, c'est il n'y a plus de place pour le fou du village. Puis ça, c'est quelque chose, moi, qui m'attriste. C'est une réalité que je vois. J'ai l'impression qu'on fait plus de place au fou du village, que les gens en marge particuliers vont être stigmatisés, ostracisés ou un peu tassés. Puis je veux pas... Ça intègre un peu moins notre mode de vie très productiviste, puis on est tous très occupés, puis on a des jobs, puis on manque de temps, puis tout ça, puis ces gens-là, ils permettent pas la plus grande productivité, fait que c'est comme s'ils s'intégraient mal au groupe, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plate dans le fait qu'ils soient délaissés derrière ça. Là. Fait qu'ils soient délaissés ou que, ce qui est plate, on peut le prendre de l'autre côté aussi, que nous délaissions d'eux. Je pense à Sherbrooke, il y avait Snoot pendant un bout de temps qui se promenait, qui vendait ses poèmes, qui jasait, puis tout ça, qui était dans la marge, mais une belle marge. Puis le gars, il était trippant. Madame Bou, qu'on a hommagé de plein de façons, mais qui aussi avait sa place, mais on était très peu nombreux, puis moi, je ne l'ai pas assez fait non plus. À m'arrêter, à s'arrêter et à parler avec ces gens-là parce que... Ça peut nous apporter beaucoup, ça peut nous feeder, nous aussi, on a beaucoup à recevoir. Hein. Absolument. Puis les gens qui vont avoir des problèmes de santé mentale, ben des fois, ils ne sont plus dans le problème. Ils ont juste une santé mentale particulière ou une vision du monde particulière, un équilibre particulier, puis on peut s'y intéresser. C'est ça, c'est comme le bout. On est soit dans l'extrême qui nous fait peur avec des katanas en psychose puis tout ça, ou dans l'espèce d'équilibre parfait tabou, alors que là-dedans, il y a un spectre incroyable d'états psychiques dans lesquels on peut être et des personnes qui sont un peu moins dans la norme, mais qui sont pas désorganisées, puis qui sont pas dangereux, ben, j'ai l'impression qu'on les voit pas. On les voit très peu à la télé, on les voit très peu dans nos villes. J'ai l'impression qu'on les voit moins qu'on les voyait. Ouais. Puis sinon, ben, ceux qu'on voit, ben, c'est souvent des gens qui sont très hypothéqués aussi au niveau de la comorbidité avec la consommation, puis on tombe dans l'itinérance, puis dans des choses qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on se remet à l'autre bout du spectre ou de la peur, de la méfiance, puis on va prendre l'autre trottoir, etc. Là. Mais c'est vraiment super intéressant, David. Écoute, t'es un exceptionnel moulin à parole. C'est vraiment super le fun de t'entendre parler de tout ça. De partager. Merci. En terminant, je voulais te demander, David, pour les gens qui nous écoutent, tu sais qu'Association Libre, c'est un podcast qui est d'abord et avant tout étudiant. En ce moment, moi, je suis chanceux, j'ai la chance d'être en stage, je me lève le matin puis je fais des affaires, mais il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui passe leur journée sur Zoom. C'est plus tough ces temps-ci pour trop de raisons. Est-ce que, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, tu aurais des recommandations culturelles à faire aux gens, que ce soit des lectures ou des films qui pourraient nous aider à prendre soin de nous, finalement? Ah, wow! Belle porte que tu m'ouvres. Je dirais revisiter ce que vous aimez. Allez-y avec des valeurs sûres. Moi, j'ai l'impression, tu sais, ça peut être soit de relire des livres qui vous ont déjà fait du bien. De toute façon, on se ça peut être correct de sortir le vieux Harry Potter. Ou, Absolument. Moi, c'est Romain Gary que je relis régulièrement quand je vais moins bien. Mais donc, ça peut être de revisiter des lectures qui nous ont fait du bien ou des écrivains, des écrivaines qui sont efficaces pour nous, dont on n'a pas toutes lu l'œuvre. Donc, ça peut être un moment. Moi, j'ai envie de dire, forcez-vous pas, là. C'est pas le temps de vous lancer Tolstoï, Guerre et Paix, puis essayer comme de relever un défi de lecture. Ça va être pesant un peu. Là. Exact. Faites juste prendre soin de vous, aller vers des choses qui vous intéressent et aussi ventiler, puis écrivez, essayez-le. Puis pas obligé d'avoir un projet de faire l'exercice, hein, comme tu disais dans tes ateliers, quand tu dis que tu fais brailler des gars de pénitencier en 20 minutes, là, ben, c'est pas pour rien, là, c'est parce qu'ils mettent le bras à la plume. Là.
mettre le bras à la plume, puis il n'y a pas de bonne façon de le faire. Notre plus grand ennemi en création, c'est de vouloir être génial au premier essai. Moi, mes textes sont toujours pleins de ratures avec des flèches en tous les sens. Puis, moi, je crois beaucoup à l'écriture automatique aussi. Donc, défoulez-vous. L'écriture, c'est efficace depuis des milliers d'années, de milliers de façons. Donc, si jamais vous avez une charge émotive ou vous avez la tête pleine, peu importe, écrivez-le. Vous pourriez être surpris. Ça peut avoir une certaine valeur littéraire. Puis, au moins, ça aura valu la peine parce que vous aurez exposé à l'expression et vous aurez existé sur papier quelques minutes, ce qui est déjà pas pire. Puis il n'y aura personne qui pourra jamais enlever ça ou effacer ça. C'est vraiment cool. En terminant, David, c'est ça, exact. En terminant, David, qu'est-ce qu'on doit suivre dans les prochains temps là, de tes nombreux projets? Tu es tout le temps sur 12 affaires, mais c'est quoi les prochaines choses qui s'en viennent pour toi? Qu'est-ce qu'on va écouter? Qu'est-ce qu'on va lire? Okay. 12, je dirais 4-5. Mais les plus importantes, le 4 décembre, mon album, le nouveau matériel qui sort, coproduit, co-réalisé avec mon ami Manu Militari. Des grosses collaborations avec Jean Cormier, Florence K, Luce Dufault, entre autres sur cet album-là, Ariane Moffat aussi qui fait la pièce avec moi. Donc, le nouveau matériel, 4 décembre. Au printemps, je sors un livre jeunesse autour de la séparation. Donc, un bel album jeunesse aux éditions 2. Puis après ça, c'est des romans à long terme. Petit scoop, puisqu'on a beaucoup parlé de la bête et que c'était notre angle de base, sachez que je prépare un roman en lien avec un personnage de la bête. Ah ben là, pas la bête, mais je vais faire une espèce de on va se garocher ses précommandes. Ceux qui ont aimé la bête, ça s'en vient. Mais pour vrai, ceux qui s'intéressent un peu à ce que je fais, vraiment, l'album, c'est mon gros projet des 3 dernières années. On était là-dessus. C'est vraiment ce que j'ai fait de mieux en studio. On est vraiment content du résultat. Puis là, on va sortir 4-5 clips. Il y a un premier clip, justement, Mental Malade, qui a été réalisé par Dominique Grimard et moi, qui est disponible. Puis après ça, il va en suivre tout au long du mois de novembre, décembre et même janvier. Et après. Fait que, puis, tu sais, je mettrai des liens en description pour les gens qui s'intéressent, pour accéder à ton contenu. Tu as des livres audio qui sont accessibles. On peut trouver tes livres un peu partout. Les gens se les arrachent. Il y a des stickers de cœur sur la bête chez Renaud Bré, sur d'autres de tes livres, j'en suis sûr aussi. Puis, on peut écouter ta musique sur Spotify et toutes les autres plateformes. Donc, David, je tiens vraiment à te remercier du fond du cœur. C'est super apprécié. J'ai eu du fun à discuter avec toi. Je pense qu'on a eu une entrevue super le fun. Les gens vont apprécier t'écouter, je suis convaincu. Puis, merci vraiment du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Puis, je te retourne le compliment très sincèrement. J'ai rarement des entrevues aussi intéressantes que ça. Je le sentais, mais tu as confirmé. Je ne suis pas du tout déçu. Je n'ai pas perdu cette heure précieuse. Ah, ben c'est vraiment gentil, David. C'est très apprécié. Fait que, au revoir tout le monde. Puis, suivez-nous sur Association Libre pour un prochain épisode.